La guerre vient d'atteindre son niveau le plus élevé jusqu'à présent, et la Russie a été prise la main dans le sac en train de mentir au sujet d'un accord de paix. Le choc absolu a commencé par un revirement massif. Les États-Unis ont désormais levé leurs restrictions concernant l'utilisation par l'Ukraine des missiles américains, Atakum, pour frapper des cibles militaires à l'intérieur de la Russie. Des images circulent en ligne confirmant une frappe réussie sur une base militaire russe à Brosnev. La réaction du Kremlin relève de la panique et de la tromperie politique. Quelques heures après la frappe, des politiciens russes ont affirmé l'existence d'un plan de paix secret avec les États-Unis, visant à contraindre l'Ukraine à céder le Donbass. Mais voilà le hic, tout cela est un mensonge. Toute l'opération est une tentative désespérée de l'envoyé russe, Kirill Dmitriev, pour manipuler les États-Unis et empêcher la prochaine série de sanctions. C'est à ce moment-là que la guerre est passée d'une escalade militaire à une véritable guerre de l'information. Commençons par le pire cauchemar de Poutine. L'armée ukrainienne vient d'annoncer qu'elle utilise désormais des missiles Atakum, fabriqués et fournis par les Américains, pour frapper des cibles militaires à l'intérieur de la Russie. Cela ne s'était jamais produit auparavant, surtout car les États-Unis interdisaient à l'Ukraine de les utiliser en Russie. Eh bien, il semble que cette restriction ait disparu, et les Russes ne sont pas contents de cela. Observez les sons dans le ciel russe. Des images circulant en ligne confirment une frappe réussie menée par un missile ukrainien sur la base militaire de Baltimore à Vrosnav. Je savais que Baltimore était dingue, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. La vidéo montre des munitions à fragmentation déployées en vol au-dessus de la base aérienne, avec une détonation réussie lors de la frappe. Les 4 traînées de fumée visibles en altitude marquaient le moment précis où l'ogive à fragmentation s'est ouverte, libérant ses sous-munitions, qui sont ensuite descendues vers la zone cible. L'Ukraine a confirmé qu'il s'agissait d'une frappe réussie, mais je suis triste de l'annoncer. Le ministère russe de la Défense affirme avoir abattu les 4 missiles attaquants que l'Ukraine a tirés sur la base militaire. Et encore une fois, il s'agit du même ministère de la Défense qui affirme abattre des drones ukrainiens chaque nuit, même si les raffineries brûlent. Mais encore, pourquoi mentirait-il maintenant ? Eh bien, vous connaissez cette situation, et je suis sûr que vous l'avez déjà vécue. Quand on ment trop parfois, et qu'on finit accidentellement par se trahir soi-même. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé ici, vous voyez ? Après que le ministère de la Défense a affirmé avoir abattu les 4 missiles attaquants, les médias russes sont allés fouiner pour chercher les débris de l'attaque. Quand ils ont publié ces photos en ligne, un détail intéressant a même été remarqué par les propagandistes russes. Et voici ce qu'ils disaient. Vous voyez, ces photos montrent des carcasses de missiles Atakum, qui sont sans ogive et sans aucune trace de dommages causés par des systèmes de défense aérienne. Cela ressemble à une carcasse d'Atakum qui a été correctement déployée. On dirait pas quelque chose qui a été abattu par une défense aérienne russe. Et vous voyez, le ministère russe de la Défense l'aurait su s'ils avaient des commandants militaires compétents. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Vous connaissez les défenses aériennes russes S-300 et S-400. En réalité, ces intercepteurs attaqueraient une cible de missiles balistiques à une altitude bien supérieure à ce que la Russie affirme. Ils affirment que la vidéo que nous voyons à l'écran et la fumée que nous voyons dans le ciel russe sont en réalité la défense aérienne russe qui abat les missiles, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout comme ça que fonctionnent les défenses aériennes russes. De plus, dans cette vidéo, l'audio capte clairement le déploiement de munitions à fragmentation. Cela ne capture pas des défenses aériennes frappant un missile. Encore une fois, il faut souligner que ces images ont été diffusées par des habitants de la ville. Je ne pense pas qu'ils modifient cette image pour nuire à la Russie. Que feriez-vous si vous étiez coincé sur un terrain ? Vous insistez, redoublez d'efforts et tentez tout à la 4e tentative. C'est précisément ce que fait le ministère russe de la Défense qui va même plus loin. Pour prouver qu'ils sont la 2e armée la plus puissante du monde, ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas seulement arrêté les 4 attaques, ils ont en fait riposté du côté du lancement
et ont tué tous les membres de l'équipage qui avaient lancé ces missiles ATACAM. De plus, pour étayer leur déclaration, la Russie a diffusé une vidéo de leur frappe. La vidéo montre la frappe en cours, comme promis par le ministère de la Défense russe. Le seul problème, c'est que la vidéo date en réalité d'il y a 14 mois. Comment savons-nous qu'elle date d'il y a 14 mois ? Eh bien, quand on fait une recherche inversée, on découvre que c'est le ministère russe de la Défense lui-même qui l'a publié il y a 14 mois. Maintenant, beaucoup de gens en ligne se moquent de cela et disent que les Russes viennent encore d'être pris en flagrant délit de mensonge. Mais je ne pense pas que ce soit le cas du tout. Cette vidéo révèle que l'équipage ayant lancé les missiles il y a 2 jours a en réalité été tué par la Russie il y a 14 mois. Alors si ce n'est pas la deuxième armée la plus puissante du monde, je ne sais pas ce que c'est. Qui a tiré le missile si l'équipage était mort ? Attends, qui pose cette question ? Poutine possède des armes nucléaires, je te l'assure. Ce n'était pas moi, je suis honnête. En fait, ce sont les propagandistes russes qui posaient la même question. Voici la preuve. Ce canal Telegram russe est furieux que le ministère russe de la Défense se soit fait prendre et poursuit ainsi. Il est difficile de dire pourquoi notre ministère de la Défense a publié toutes les images de la défaite. Combien d'arnaques et d'erreurs de ce genre se trouvent dans d'autres rapports et déclarations ? Oh mon Dieu, il pose des questions qu'il ne devrait pas. Mais bien sûr, nous aimerions entendre des explications claires de la part de personnes officielles compétentes. Il faut savoir se tromper. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs et éviter de les répéter. Je ne crois pas que les dirigeants actuels de la Russie reconnaissent leurs erreurs. Poutine fait à nouveau ériger des statues de Staline, en disant que c'était un grand dirigeant. Donc oui, en parlant de mensonges, c'était vraiment une sacrée journée hier. Apparemment, les États-Unis et la Russie sont tombés d'accord sur un accord de paix, et cela vient d'une source russe. En plus de ça, ils affirment qu'il n'est pas nécessaire d'impliquer l'Ukraine dans cette affaire. Donc oui, c'est vraiment une grosse nouvelle. Alors, laissez-moi vous donner tous les détails. Toute cette histoire a commencé hier matin, quand on a commencé à voir des informations selon lesquelles un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie pourrait être conclu dès cette semaine. C'était vraiment intéressant. Ensuite, nous avons reçu une mise à jour d'Axios. Maintenant, faites attention à ce commentaire de Steve Witkoff, car nous y reviendrons. Mais d'abord, voyons ce qu'était cette mise à jour. Dans cet article, Axios affirme que l'envoyé américain Steve Witkoff et l'envoyé russe Kirill Dimitrov se sont mis d'accord sur un projet de plan de paix. Selon l'envoyé russe, qui a effectivement parlé aux journalistes pour cet article, il affirme que cela résoudrait le conflit ukrainien, rétablirait les relations États-Unis-Russie et répondrait aux préoccupations sécuritaires de la Russie. Je veux maintenant rappeler à tout le monde qu'il n'y avait ni drones ni missiles qui entraient en Russie avant que Poutine ne commence cette invasion. Je pense que seul Poutine peut répondre aux préoccupations de sécurité de la Russie. Mais de toute façon, je suis trop logique pour que les Russes comprennent. Pour revenir à l'article, cependant, ce reportage a choqué beaucoup de gens, parce qu'il semblait que les États-Unis imposaient ce plan aux Ukrainiens. Durant cette période, l'Ukraine n'a pas réellement participé à l'élaboration du plan de paix. L'article donnait l'impression que les États-Unis avaient cédé à toutes les exigences russes, et qu'ils essayaient maintenant de les imposer aux Ukrainiens. Mais encore une fois, je veux souligner que la seule personne réellement citée dans cet article était un propagandiste russe. Donc, oui, nous devrions prendre ces propos avec des pincettes. Eh bien, peu de temps après, le Financial Times a publié encore plus de détails sur le plan en question. D'après le Financial Times, le plan visait à diminuer de moitié l'armée ukrainienne, à renoncer à certaines armes et à céder le Donbass. Et, bien sûr, Zelensky n'était pas content de cela. Quand j'ai lu l'article, il y avait quelques commentaires d'un responsable russe anonyme, mais je pense que nous pouvons tous deviner qui était ce responsable anonyme. Notre vieil ami Kirill. Mais cela a continué, car quelques minutes seulement après le rapport du Financial Times, nous avons eu plus de détails de The Economist. The Economist ajoute que la Russie demande en réalité à l'Ukraine de réduire son armée par 25. L'armée ukrainienne ne représenterait plus que 40% de sa taille actuelle. En plus de cela, la Russie ne veut aucune troupe étrangère en Ukraine, aucun avion diplomatique étranger, ce qui est une demande intéressante. Je me demande pourquoi les Russes veulent cela. Peut-être veulent-ils continuer à lancer des missiles qui détruisent des appartements ukrainiens. Mais de toute façon, en plus de cela, la Russie veut interdire à l'Ukraine d'avoir des armes à longue portée capables d'atteindre Moscou et Saint-Pétersbourg. La Russie souhaite que l'Ukraine cède le Donbass. Nous avons découvert de plus en plus sur ce plan.
Cela ressemble moins à un plan de paix qu'à une reddition de l'Ukraine. Encore une fois, je rappelle que la plupart de ces détails viennent probablement de Kirill Dmitriev. Nous revenons ici au tweet initial. Parce que lorsque toute cette histoire a commencé, Steve Witkoff a en fait accidentellement répondu au reportage original, en disant qu'il devait avoir obtenu cela de KK, c'est-à-dire Kirill. Il semble que Witkoff voulait envoyer ce message à quelqu'un, car il l'a vite supprimé. Maintenant, c'est là que je veux apporter un peu de contexte. À la fin du mois d'octobre, Kirill est en fait venu aux États-Unis. Il a fait une véritable tournée nationale, où il est passé sur pratiquement toutes les chaînes d'information, et il n'a cessé de répéter que l'économie russe ne souffrait absolument pas, et que les sanctions n'affectaient pas du tout l'économie. Même s'il est venu ici juste un jour après que le président Trump a annoncé ces nouvelles sanctions. Donc oui, il fait clairement savoir à tout le monde que les sanctions ne sont vraiment pas un problème. Entre deux diffusions de désinformation sur les chaînes américaines, il a aussi rencontré Steve Witkoff à Miami pour une session de 3 jours afin d'élaborer ce plan de paix. Les détails révélés semblent en résulter de leur accord lors de ce marathon de 3 jours. Personnellement, pour commencer, je ne suis pas le plus grand fan de Steve Witkoff, et je suis sûr que le sentiment est réciproque. Il n'est probablement pas mon plus grand fan. Mais Steve Witkoff a déjà tenu des propos insensés sur l'Ukraine. En réalité, il ne connaît pas tous les territoires dont il parle. Et il dit aussi que tous les territoires que la Russie veut, l'Ukraine devrait abandonner, car ces territoires sont inscrits dans la constitution russe et ne lui appartiennent donc pas. Ce qui n'a aucun sens, d'ailleurs. Mais oui. D'après ses commentaires précédents, je peux croire que Steve Witkoff a peut-être participé à l'élaboration de ces arguments. Mais rien n'indique que d'autres membres de l'administration Trump partagent réellement cette opinion. Du moins, selon les informations actuelles. En fait, plus tard dans la soirée d'hier, le secrétaire d'État Marco Rubio a fait une déclaration. Cela donne un peu l'impression que c'est le cas. Ce n'est pas un plan américain que l'administration américaine impose à l'Ukraine, c'est ce qu'il a dit. Mettre fin à une guerre complexe et meurtrière comme celle en Ukraine nécessite un vaste échange d'idées sérieuses et réalistes. Atteindre une paix durable demandera que les deux parties acceptent des concessions difficiles mais nécessaires. C'est pourquoi nous élaborons, et continuerons d'élaborer, une liste d'idées potentielles pour mettre fin à cette guerre, en nous basant sur les contributions des deux parties à ce conflit. Maintenant, beaucoup de gens ont vu cette déclaration et disent qu'il s'agit vraiment d'une déclaration où Marco Rubio essaie de distancer l'administration de ce qui a été rapporté. Cela veut dire que les États-Unis n'imposent pas ce plan à l'Ukraine. C'est juste l'un des plans sur lesquels ils travaillent. Encore plus choquant étaient les commentaires du Kremlin. C'est ici qu'il est important de se rappeler que Kirill Dmitriev ne fait en réalité pas partie du Kremlin. Il veut devenir ministre des Affaires étrangères de Russie. C'est donc sa femme qui tente d'écarter Lavra. Mais c'est une histoire pour une autre vidéo. Pour l'instant, le porte-parole de Poutine, Peskov, a déclaré que la Russie ignore le plan de paix évoqué par les médias américains. Donc, il semble que ce soit plutôt un plan Witkoff-Dmitri qu'un véritable plan entre les États-Unis et la Russie. À propos de Kirill Dmitriev, je n'argumenterai pas sur les raisons de ne pas lui accorder d'attention. Je vais simplement laisser cette déclaration du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, parler d'elle-même à ma place. Que pensez-vous qu'il va lui arriver s'il rentre chez lui et dit « Imaginez s'il avait dit à la télévision « C'est terrible, le président Trump vient de faire ce qu'il fallait, c'est une campagne de pression maximale qui va fonctionner. Marguerite, qu'est-ce qu'il va dire? Bien sûr qu'il va dire ça. » Si vous examinez chaque argument russe, ils semblent utiliser le mot « Nous avons immunisé l'économie contre cela ». Eh bien, ils n'ont pas immunisé l'économie. Leurs revenus pétroliers ont baissé de 20% d'une année sur l'autre. Je soupçonne que cela pourrait les faire baisser encore de 20 ou 30%. Encore une fois, le président Trump a été critiqué pour ne pas en faire assez. Il prend cette initiative audacieuse, puis vous citez un propagandiste russe. Maintenant, au cours des dernières semaines, quelques-unes de nos vidéos ont été démonétisées et restreintes. Probablement parce que YouTube n'apprécie pas certains extraits montrés depuis les lignes de front ukrainiennes. YouTube juge les extraits de guerre inadaptés aux annonceurs et restreint donc la vidéo.
C'est pourquoi nous avons créé notre propre plateforme Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Ainsi, nous pouvons vous offrir une couverture non censurée de l'actualité en Ukraine et dans le monde. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses, si vous êtes quelqu'un qui veut soutenir le journalisme indépendant, alors allez-y sans hésiter. Consultez notre site web en allant sur basicsinsider.com. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code à l'écran. En rejoignant, vous accéderez à de nombreux contenus indisponibles sur YouTube. En plus, vous soutenez notre chaîne et notre couverture. Merci beaucoup. Je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.